Voilà, c'est le rendez-vous numéro 4 sur la thématique pratique en réseau, évolution, opportunité, résistance. Et nous allons avoir la chance d'avoir l'intervention du docteur Patrick Chaltiel, qui est psychiatre de service public en Seine-Saint-Denis, président de l'association Messidor située en Seine-Saint-Denis. Bien, bonjour à tous. Alors, je vous remercie de m'avoir invité, hein, d'autant que depuis un an, je suis un peu sur la touche puisque j'ai décidé de prendre ma retraite il y a un an du service public. Euh, c'est à peu près contemporain du confinement. Donc, je, je viens actuellement de fermer ma messagerie avec Villévrard. J'ai maintenu un lien très fort avec mon établissement d'origine parce que c'est un lien, une carrière qui m'ont passionné. Alors, je voulais vous dire que vraiment, je suis ravi de ce que j'entends ce matin et que je pense que vous êtes l'avenir de la santé mentale. Euh, je voudrais vous dire un petit peu qu'est-ce qui a finalement, qu'est-ce qui a orienté ma carrière de chef de service en psychiatrie générale en Seine-Saint-Denis. Euh, c'est la notion, je dirais, ce que je retire de cette carrière, c'est euh, d'abord que la psychiatrie doit conjoindre deux choses qui sont chacune aussi importantes l'une que l'autre. C'est la passion de la connaissance, hein, ça c'est le caractère scientifique de la médecine, et puis la compassion pour la souffrance. Alors, ces deux aspects de la médecine sont partie constituante de la médecine comme les deux serpents du caducée, c'est-à-dire c'est un entrelac de sciences de la nature et d'art du soin. Alors, ce dualisme ne devient source de souffrance que lorsque le rapport entre ces deux courants est hiérarchisé et que, comme c'est la tendance de nos jours, la dimension relationnelle du soin se trouve reléguée, encadrée, surveillée, voire réprimée au nom d'un scientisme qui n'est que le masque d'une doctrine économique utilitariste. Alors, la question de l'empathie et de la souffrance portée, qui est part intégrante du soin, se trouve alors non reconnue, voire disqualifiée par une idéalisation pseudo-scientifique au sein de laquelle les affects et émotions des soignants sont traités comme des déjections encombrantes ou des événements indésirables. Alors, j'ai centré ma pratique de chef de service sur la notion de subsidiarité du soin. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là et j'ai été ravi d'entendre la même chose dans la bouche de mon collègue infirmier, Antoine Virgili, c'est-à-dire que c'est un peu l'inverse du docteur Knock, si vous voulez. Le docteur Knock voulait rendre la médecine hyper présente et hyper visible sur l'ensemble du territoire national. Il s'agissait de rendre la médecine visible. Moi, mon but en tant que chef de service de psychiatrie, c'était de rendre la psychiatrie la plus invisible possible. C'est-à-dire, je pense que l'avenir de la santé mentale est vraiment du côté du réseau. Bien sûr, les institutions trouveront toujours leur place, mais comme part technique, je dirais, du réseau, la psychiatrie étant une zone de soins technicisée, mais qui doit devenir de plus en plus subsidiaire. C'est-à-dire, le soin ne doit pas... Ce qui se passe en psychiatrie souvent, c'est que le soin envahit la totalité de la vie des personnes souffrantes et de leur entourage. Le but du réseau, c'est de rendre le soin subsidiaire, c'est-à-dire un aspect de la vie qui n'envahit pas le reste. Alors, j'ai, pour ce faire, promu l'idée dans mon service le principe de la continuité d'attention. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se réfère pour moi de façon claire au prendre soin, au souci de la personne. La continuité des soins, qui est le dogme du secteur, si elle est interprétée comme une litanie au lieu d'une dynamique, ou comme un protocole au lieu d'une dialectique, cette continuité des soins-là, elle ouvre la porte à,
un curing, un soin continu qui ne laisse au sujet de choix identitaire que d'être un malade permanent à vie. Donc, alors, comment, après 50 ans de pratique de secteur, comment concevoir cette question de la continuité et comment l'articuler avec les inéluctables et nécessaires discontinuités et bifurcations de l'existence? Les deuils, les naissances, les mariages, les ruptures, les déménagements, les exils, les accidents de la vie, etc. Surtout, comment transmettre aux personnes souffrantes le sentiment d'une continuité dynamique, d'une temporalité en mouvement. Comme le disait Carmen, c'est pas une question, la temporalité est élastique. J'en parlerai tout à l'heure quand je résumerai un petit peu les règles de construction et de réparation d'un réseau, parce que je pense qu'il faut rentrer dans les finesses, puisqu'on fait un colloque sur les réseaux. L'aspiration au réseau est très bonne. Après, il faut décrire ce qui s'y passe de façon précise, et je remercie Valérie de l'avoir fait et d'avoir parlé de la création d'amitié dans l'espace des réseaux, parce que l'amitié, je vous rappelle, moi je viens de l'asile, et l'amitié n'existait pas à l'asile. Il y avait de la contagion à l'asile. D'ailleurs, mes 3 patients issus de l'époque asilaire de la psychiatrie qu'on a conservés dans notre service parce que on n'a jamais pu s'en séparer, ni eux se séparer de nous, ils entretenaient entre eux une guerre fratricide, et non pas une amitié. Les amitiés ne se nouaient pas dans l'espace asilaire, parce que le rapport est toujours le rapport vertical à l'institution. Chacun son rapport à l'institution, et dans l'institution, la fraternité est plutôt rivalitaire. Donc, les patients ne nouaient pas d'amitié, ils en nouent dans les réseaux, ils n'en nouaient pas dans l'espace hospitalier asilaire tel qu'on l'a connu il y a une 50aine d'années. Alors, je voulais dire une chose aussi, c'est qu'un réseau, pour moi, c'est avant tout une dynamique, c'est-à-dire c'est un état des lieux permanent, c'est un processus, et qui plus est, c'est un processus vivant. Qu'est-ce qu'un processus vivant? Alors, moi, je me réfère à un petit peu de science, je me réfère au biologiste Humberto Maturana et Francisco Varela, 2 biologistes chiliens qui ont, à mon avis, créé une théorie du vivant assez passionnante qui est ce qu'ils appellent l'autopoïèse, c'est-à-dire le vivant, je vous le dis en une phrase, ceux que ça intéresse pourront aller approfondir un peu cette question, mais ce qui est vivant, c'est ce qui régénère en permanence les éléments de structure permettant de maintenir son organisation. Alors, ça demande des définitions précises de ce qu'est une structure et de ce qu'est une organisation. L'organisation étant quelque chose de dynamique, le maintien d'un processus. Alors, les réseaux donc, sont des organismes vivants qui sont sensibles et qui ont la fragilité et la résilience aussi des êtres vivants. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les réseaux sont fragiles, et c'est vrai que quand on perd une tête de pont dans un réseau, le réseau va devoir se rééquilibrer, retrouver une nouvelle homéostasie. Donc il y a cette fragilité du vivant, on a des accidents, des parties disparaissent, mais il y a aussi une résilience du réseau qui tient à l'engagement des gens et l'enthousiasme que provoque le réseau. Moi, je voudrais vraiment insister sur l'enthousiasme de réseau. C'est-à-dire que depuis la création à Villévrard de la formation santé mentale et action sociale, qui a lancé finalement la culture de réseau en Seine-Saint-Denis, autour de la santé mentale, on a pu, dans la suite, créer tout un certain nombre de pratiques de réseau avec l'ensemble des personnes concernées par la santé mentale. Alors, les lois y ont contribué, la loi de 2005 en particulier, les conseils locaux de santé mentale, et la démarche PTSM, effectivement, est une démarche extrêmement intéressante. Il faut faire attention, je ferai une petite incise à ce sujet. La notion de territoire
il faut faire très attention à ce que cette notion de territoire ne devienne pas une forme de féodalité. C'est le péché fondamental du secteur de psychiatrie, au point qu'on s'est battu de façon importante sur le secteur de psychiatrie pour que les hors-secteurs, comme on dit, puissent être reçus dans les secteurs de psychiatrie. C'est-à-dire que, paradoxalement, les secteurs qui étaient faits pour les hors-secteurs, c'est-à-dire pour les personnes qui n'avaient pas d'appartenance, n'étaient pas reconnues dans leur appartenance citoyenne, puissent être considérés comme des citoyens à part entière. Donc, le risque du territoire, c'est la féodalité. Il faut faire attention au féodalisme territorial. Les réseaux sont un contre-feu par rapport au féodalisme institutionnel. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Alors, je reviens sur la notion de continuité des soins, hein, du continu et du discontinu. En fait, il faut que le réseau soit susceptible de créer un sentiment de continuité existentielle, mais puisse aussi s'adapter à des ruptures. Hein. Et je suis très content que Carmen ait pu dire à un moment que les personnes doivent pouvoir aussi rompre avec leurs appartenances et leurs attachements, et que le réseau ne doit pas devenir un réseau totalisant ou totalitaire comme les institutions de soins l'ont été pendant un temps. Bien, je vais aborder maintenant la façon dont nous avons travaillé. J'ai encore combien de temps là ? Vous avez encore juste 10-15 minutes. D'accord, très bien, très bien. On a une question, donc je vous la signale dès maintenant. On vous demande si vous pouvez préciser la référence de la théorie de M. Alberto Maturana. Alors, c'est Umberto Maturana. Vous trouverez très facilement ces références sur Internet. Hein. J'ai plus en mémoire, parce que moi, je lisais surtout des articles scientifiques. Ils ont écrit des livres, Maturana et Varela, autour de la question du vivant et de la complexité du vivant et de l'autopoïèse. Donc, il faut regarder sur Internet Maturana et Varela. Hein, et vous trouverez… Patrick, on fera des recherches et on transmettra les informations à tous nos participants. D'accord. Je suis un peu brouillon, hein, mais j'essaye de vous transmettre des idées précises, parce que l'expérience des réseaux, je vous dis, l'engagement et l'engouement pour les réseaux, c'est une chose importante, mais il faut aussi savoir les faire fonctionner et les créer et les entretenir. Et c'est maintenant de ça que je vais vous parler un peu, c'est-à-dire du réseau Interface, qui a été notre première création en Seine-Saint-Denis, à Bondy. Attendez, je cherche le… Voilà. Alors, donc, on avait à Bondy une association qui s'appelait Iris, qui est devenue depuis Iris Messidor, hein, et qui est maintenant une association médico-sociale qui a développé de multiples outils dans le champ de la santé mentale. Je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, là, vu les difficultés actuelles du secteur de psychiatrie qui est mangé par l'urgence et par un certain nombre de processus hospitaliers délétères, hein, le médico-social va devoir étendre son action en santé mentale et probablement compenser un certain nombre de manques du secteur de psychiatrie. Donc, je continue à être très engagé. J'ai pris ma retraite du service public de psychiatrie, mais pas des réseaux de santé mentale et du médico-social. Donc, cette association, Iris, a lancé à un moment une interlocution, c'est-à-dire qu'on a anticipé les CLSM.
c'était à peu près 5 ans avant la création des conseils locaux de santé mentale, on a construit un groupe qu'on appelait Interface et qui était défini comme un groupe d'échange sur les situations de détresse psychique ou psychosociale. Et on a invité à ce groupe les travailleurs sociaux de la circonscription, les organismes de tutelle et curatelle, les familles, tous les partenaires du soin qui jugeaient utile de se rencontrer et ont travaillé donc concrètement autour de situations un peu comme le font les RESAD actuellement, mais on travaillait de façon beaucoup plus libre parce qu'il n'y avait pas le cadre législatif et administratif des RESAD. Alors, comment est-ce qu'on a construit ce réseau? On s'est donné un certain nombre de règles de départ. Parce que bien sûr, les réseaux mettent en jeu la question du secret professionnel. On est encore dans une culture, la culture de l'interlocution en santé mentale n'est pas encore suffisamment forte. Et les secrets professionnels sont effectivement à préserver, à sauvegarder. Donc, dans toute pratique de réseau, il est nécessaire de bien cibler les informations pertinentes à échanger avec des partenaires et celles qui sont du registre de la confidence ou de l'intimité ou du secret professionnel qui, effectivement, on doit rester vigilant. En même temps, les secrets professionnels ne doivent pas contribuer à nous cloisonner et à nous empêcher de faire un travail de réseau. Donc, la question du secret professionnel se pose d'emblée dans les réseaux et il faut y travailler. Alors, quelles règles est-ce qu'on s'est fixées? C'était des règles un peu provocatrices au départ parce que moi, j'ai toujours été très encouragé par des prédécesseurs et des maîtres plutôt provocatifs. Alors, on a dit, il faut qu'on sorte du jeu de la patate chaude. On connaît tous ce jeu, quand on a une situation embêtante, on essaye de la passer au voisin, et si le voisin ne prend pas, on dit qu'il ne fait pas son travail. Et s'il le prend, on dit qu'il capte la clientèle, etc., etc. C'est un jeu qui fonctionne très bien quand les institutions sont cloisonnées et développent des attitudes, je dirais, communautaristes. Donc, première règle, on va essayer de résoudre le problème de la patate chaude. Pour ça, il faut se rencontrer et la meilleure façon de se renforcer dans l'idée qu'on est bon et que l'autre est mauvais, c'est de ne pas le rencontrer. Donc, quand on commence à rencontrer les autres, on change d'avis. On se dit, oui, il y a peut-être une autre lecture de la situation. Donc, première règle, on a décidé de se rencontrer une fois par mois. Le réseau naissant a décidé de consacrer un temps de rencontre mensuelle. Deuxième règle qu'on s'est donnée, c'est de ne pas chercher le spécialiste de la question. C'est-à-dire, on vit dans une société d'ultra-spécialisation qui finalement fait reculer les liens naturels. Quand il y a une catastrophe, on envoie un bataillon de déchoqueurs, de psychotraumatologues qui vont s'occuper des gens et du coup, la population se sent tout à fait incompétente pour gérer des situations qui peuvent être tout à fait gérées sans spécialisation, uniquement grâce à la solidarité humaine. Donc, nous nous sommes donnés pour règle, il n'y a pas de spécialiste de la détresse psychosociale. Chercher ici le spécialiste, c'est une méthode pour se débarrasser des gens. Donc, si on dit qu'il n'y a pas de spécialiste, ça veut dire qu'on est tous susceptibles de s'y confronter à ces situations de détresse. Parce qu'un des jeux de la patate chaude, c'est de dire « Oh, je ne suis pas spécialiste de ça ». Or, comme l'a montré Jean Furtos, un psychiatre que j'apprécie beaucoup, qui est actuellement retraité comme moi, les troubles psychiques induisent une inversion sémiologique, c'est-à-dire les patients vont souvent s'adresser aux travailleurs sociaux en demandant des soins et aux soignants en demandant des aides sociales. Donc, si on se réfugie derrière notre incompétence,
en disant que nous ne sommes pas spécialistes. La recherche du spécialiste, c'est le contraire du travail de réseau. Alors, s'il n'y a pas de spécialiste, c'est qu'on l'est tous. Alors, la troisième règle qui en découle, c'est qu'il faut accueillir les personnes là où elles se présentent. Il ne s'agit pas que les personnes rencontrent des portes closes ou des réorientations. Quand on réoriente une personne demandeuse d'aide dans une situation de détresse psychique, il est clair que cette personne va ressentir qu'on la rejette et que la porte est fermée. Donc, on a pris pour décision que dans tous les lieux d'accueil du public, du secteur, les personnes en détresse psychique pouvaient être reçues au moins une première fois, hein, et non pas immédiatement réorientées. Donc, accueillir les gens là où ils se présentent. Alors, il y a des lieux traditionnels de dépôt de la souffrance psychique et de la souffrance psychosociale, les urgences de l'hôpital général qui sont sursaturées, les commissariats de police qui ne savent pas quoi en faire. Il y a les services sociaux de circonscription qui ont beaucoup avancé, à mon avis, sur ces gestions de ces affaires psychosociales. Mais les gens se présentent un peu là où ils voient de la lumière. Et il ne faut pas leur éteindre la lumière, c'est-à-dire qu'il faut les recevoir là où elles se présentent. Alors, l'accueil. La notion d'accueil, il ne s'agit pas seulement de dire bonjour sympathiquement avec un sourire, d'être poli, gentil, et finalement de conclure, vous vous êtes trompé de porte. Il s'agit au contraire de dire aux personnes qui sont dans ces situations de détresse ou de déshérence qu'ils ont frappé à la bonne porte, et c'est déjà s'engager d'emblée, quel que soit son métier, sa fonction. C'est-à-dire que dire aux personnes, vous êtes venus au bon endroit. Quatrième règle, on est en général en grande difficulté pour travailler seul dans ce genre de situation complexe. Donc, il faut d'emblée chercher l'interlocuteur pertinent avec la personne demandeuse. Immédiatement établir des triangulations. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être un travailleur social, ça peut être même une commerçante avec qui le patient a eu un lien particulièrement fort. Donc, l'idée, c'est d'introduire un tiers. Et alors, on peut le faire par des accompagnements physiques, quand on a le temps de le faire et les moyens de le faire, mais on peut le faire aussi en utilisant le téléphone avec le haut-parleur et devant la personne concernée, en présence de la personne concernée, en ayant une conversation triangulaire entre partenaires du réseau, en présence de la personne demandeuse ou en présence des personnes demandeuses. Donc ça permet déjà que la personne soit mise en position active et non pas passive, puisqu'elle va assister à cet échange, elle va pouvoir le corriger, elle va pouvoir s'y impliquer et préciser sa demande, son questionnement. Ce système de conversation triangulaire, on l'a vraiment développé de façon intensive et ça a été vraiment très, très fructueux dans la constitution du réseau. Alors, cinquième règle, pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire ne pas se soumettre à une doctrine actuellement très envahissante, hein, qui est l'obligation de résultat dans un temps donné. Comme Carmen l'a dit, le temps est très variable. En psychiatrie, il faut une compliance au temps de la personne, au temps évolutif de la personne. Bien sûr, encourager la mobilité et l'évolution, mais en prenant garde de ne pas se donner des objectifs inatteignables, genre dans un an, il faut que cette personne soit sortie de son isolement, de son... L'obligation qu'on se donne, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire de rester en prise. Et chaque mois à interface, on revenait sur les situations précédentes. Et donc, on accumulait comme ça une cohorte de situations sur lesquelles on restait en prise. L'idée étant de ne pas oublier les personnes, hein, parce que l'oubli est une forme de refoulement très courant quand on est confronté à des situations qui nous débordent. Et
très souvent, au cours de ma pratique, je me suis rendu compte que j'avais oublié des personnes ou que l'équipe avait complètement oublié une personne qui s'était satellisée, qui vivait dans une souffrance terrible et dont on ne parlait plus. Donc, le réseau reste en prise, c'est ça son obligation. Ça n'est pas une obligation de résultat. On peut échouer ensemble, mais on peut bien sûr réussir. Mais tant qu'on échoue, on reste concerné par la situation à laquelle on s'est intéressé. Patrick, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors il y avait, lorsqu'on a préparé ensemble votre intervention, vous m'avez parlé de quelque chose qui m'a vraiment intéressée et je voudrais bien que vous puissiez le partager avec nos participants. C'est le bricolage du réseau. Le réseau, c'est un bricolage et vous aviez pris comme exemple justement votre tonton tunisien. Est-ce que Ah vous oui, pourriez oui. nous en dire quelques mots? Ah oui, j'ai oublié de parler. Parce que je me sens pas très différent. Vous voyez, ce qui m'a passionné en psychiatrie, c'est de me sentir moi-même très concerné par des problèmes de santé mentale, d'autant que ma famille est une famille dans laquelle il y a eu des problèmes de santé mentale. Et donc, je suis issu de Tunisie. Je suis né en Tunisie, je suis venu très tôt en France, à l'âge de 2 ans, et toute ma famille a émigré, sauf un oncle schizophrène qui n'a jamais voulu quitter Tunis et que donc la famille a laissé en arrière. Alors, inutile de vous dire qu'à l'époque, en Tunisie, ma grand-mère était une famille modeste, elle avait 11 enfants. Si on avait su qu'elle avait un fils schizophrène, il était exclu qu'elle puisse marier ses filles, hein, à l'époque. Ça voulait dire que la maladie mentale était une stigmatisation telle qu'elle isolait complètement des familles de toute perspective reproductive. Donc, il y avait un secret maintenu autour de cet oncle, et moi, j'ai connu très tardivement l'existence de cet oncle. Alors, quand je l'ai su, mon sang n'a fait qu'un tour, et j'ai organisé un voyage en Tunisie, moi-même, enfin, je suis retourné en Tunisie pour rencontrer cet oncle que je ne connaissais pas. Alors, inutile de vous dire que j'ai trouvé une situation très dégradée, c'est-à-dire une personne délirante qui continuait à prendre un traitement, mais de façon très anarchique, qui était isolée et qui vivait dans un appartement qui était extrêmement dégradé, hein, et rempli de vermine. Donc, j'étais très choqué par ce contact, mais ce qui m'a ému aux larmes, hein, c'est que quand j'ai rencontré cet oncle que je n'avais jamais vu, mais qui m'avait vu naître, il était affolé par ma présence parce que personne ne venait le voir. Hein. Il était hirsute, il était comme un fou. Hein. Et il m'a demandé qui j'étais. Je lui ai dit, je suis ton neveu Patrick. Et il m'a dit, Patou. Alors, Patou, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais bébé. Hein. Cet oncle schizophrène qui semblait extrême, qui semblait hors du monde et complètement dégradé, avait le souvenir de ma naissance. Ça m'a profondément touché. Je me suis dit, je ne peux pas le laisser là. Il ne veut pas venir en France, mais je ne peux pas le laisser dans cet état. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on fait sur le secteur. Alors, il n'y a pas de secteur organisé en Tunisie. Il y a un hôpital psychiatrique à Tunis, mais il n'y a pas de réseau de secteur. Donc, j'ai été avec mon oncle. D'abord, j'ai commencé par prendre soin de lui, c'est-à-dire nettoyer son appartement, me faire aider par des voisines pour le faire s'alimenter correctement et lui redonner une hygiène possible. J'ai été voir aussi le pharmacien du coin de la rue et je lui ai proposé un petit arrangement avec le généraliste, hein, le médecin généraliste du coin qui ne connaissait pas mon oncle, je l'ai fait rencontrer. J'ai fait un peu l'intermédiaire dans la construction d'un petit réseau local, pharmaciens, généralistes, communauté israélite, il restait encore quelques juifs qui prenaient soin des juifs qui sont encore à Tunis. Hein. Et
Et comme ça, donc, j'ai mis en place aussi avec le voisinage un petit réseau qui permette de développer, de reprendre un processus finalement de vie. Alors, cette personne est désormais décédée, mais ça a duré une quinzaine d'années. Il avait 70 ans quand je l'ai connu. Il a vécu jusqu'à 85 ans avec un entourage solidaire. Et alors, moi, je me renseignais de loin en loin, hein, mais je voyais que ça tenait le coup. D'autant qu'il a décidé de donner une pièce de son appartement à son voisin, qui était une pièce sur rue, donc très convoitée, et que je l'ai laissé faire, c'était son appartement, son lieu de vie. Et finalement, ça a développé des relations de voisinage extrêmement intenses et il est rentré dans cette famille voisine d'une certaine façon. Voilà, ce travail, c'est le travail de santé mentale, c'est le travail que devrait faire la psychiatrie de secteur qui est malheureusement trop débordée pour le faire bien. Et c'est le travail que je vous encourage à mettre en place. Moi, je tiens, ce qui m'a le plus touché dans les interventions que j'ai entendues, c'est celle de Valérie Carmouze, parce qu'elle montrait elle montrait de façon assez fine, du fait de sa pratique personnelle du réseau, du GEM, comment le réseau n'était pas une idéalisation, hein, mais que le réseau rendait possible finalement de vraies amitiés et aussi des inimitiés, c'est-à-dire que c'était un système vivant qui donnait finalement un horizon aux personnes. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci Patrick, hein, vraiment, je crois que vous nous avez raconté, alors vous avez en plus ces dimensions de conteur et vraiment très humaine, cette notion justement qu'il n'y a pas de petit, de grand réseau, c'est aussi par le biais de l'initiative dont vous avez parlé, je trouve, au niveau familial, que quelquefois c'est une personne plus une personne qui commence un réseau et ensuite après ça se multiplie avec les voisins, avec l'entourage, etc. Et c'est des initiatives qui développent ensuite des projets institutionnels, autant dans le sanitaire que dans le médico-social. Donc, toute votre dimension, je trouve qu'elle est vraiment inspirante et de revenir toujours à l'essentiel. C'est la rencontre, c'est la dimension de ce premier accueil qui est vraiment essentielle pour remobiliser quelqu'un vers un après. Parce que bien souvent, quand on est isolé, on n'a pas l'impression que le lendemain, il y aura une suite, en fait. Hein. On est toujours, on est figé dans sa situation. Et là, le fait d'avoir un bon accueil, un regard, une parole adaptée et de trouver des liens et de l'aide avec d'autres, eh bien, ça donne une dimension de la personne où elle est à nouveau dans la cité, elle est à nouveau dans le monde, avec les autres. Et je crois que vous nous avez vraiment démontré cette approche qui doit être vraiment dans l'essentiel de nos pratiques d'accompagnement pour les professionnels, de soutien et d'accompagnement pour l'entourage, les aidants, et aussi en tant que personne concernée, eh bien, on voit aussi lors de nos différentes présentations que des personnes concernées par les troubles ont été aussi utiles pour les autres. Et elles ont fait réseau. Et ça a résonné aussi. Ce réseau, pour moi, résonne en eux et résonne pour les autres. Donc, c'est une chaîne comme ça de solidarité, d'entraide qui n'en finit jamais. Et il faut la cultiver. Oui, c'est une chose qu'on n'oublie pas, hein, ça tient au corps, le réseau. L'institution, on a toujours un rapport ambivalent avec elle, un rapport de soumission-rébellion. Le réseau, c'est vraiment une appartenance voulue et profitable. Donc, alors bon, il y a des réseaux qui foirent, mais souvent, ils laissent des souvenirs. Hein. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais encore insister. J'ai parlé de la continuité d'attention. La révolution que j'ai apportée, mon prédécesseur, Guy Baillan, avait fait déjà un travail fantastique de secteur psychiatrique. Hein. Ce que j'ai apporté, c'est que nos usagers n'étaient pas seulement les patients, hein, ce que nous appelons les patients. Nos usagers, c'était aussi leur entourage humain. C'est-à-dire que j'ai toujours étendu notre patientèle, comme on dit, à tout l'entourage humain des patients. Je considère que la continuité d'attention, que j'ai promue en règle un peu
de notre pratique, la continuité d'attention devait s'adresser autant aux personnes touchées par les troubles qu'aux personnes cohabitantes avec elles ou aux personnes. Donc, on a très, très rapidement ouvert aux familles et aux proches, pas seulement aux familles, au voisinage, aux personnes rencontrées au cours des visites à domicile, aux gardiens d'immeubles. On a ouvert une pratique où, finalement, notre attention devait être aussi aux capacités intégratives du milieu. Voilà. Ensuite, une deuxième chose que je voulais dire, c'est la grande difficulté à laquelle on est confronté actuellement. On a beaucoup avancé dans le cadre de nos entreprises médico-sociales, en particulier de notre petite association Iris Messidor en Seine-Saint-Denis. Et le point prochain, c'est de travailler sur le logement et sur le savoir habiter, parce que c'est une chose qui est très compliquée, le savoir habiter. Savoir habiter, c'est savoir se sentir chez soi et de savoir vivre avec un voisinage. Ces deux choses sont des choses très complexes et on a développé une pratique que je vous donne un petit peu comme c'est l'accueil de la personne chez elle. C'est-à-dire, en général, quand on pense accueil, on pense accueillir chez soi. Accueillir quelqu'un chez lui, c'est très différent, mais c'est très, très, très fort. C'est-à-dire que faire sentir à la personne qu'elle est chez elle. C'est ça que j'appelle l'accueil inversé, c'est-à-dire accueillir la personne chez elle et non pas chez soi. Il y a un proverbe bambara qui est très joli, qui est une formule de bienvenue. Quand les gens viennent chez vous, on leur dit « Tu es parti de chez toi, tu es arrivé chez toi ». Quand on les invite chez soi. Tu es parti de chez toi, tu es arrivé chez toi. Cette notion d'accueillir les gens à leur lieu de vie, au lieu de leur domicile, c'est une façon de leur permettre de se l'approprier. Donc, cette pratique-là, qui est un changement de point de vue dans la pratique ambulatoire, en général, on fait des centres d'accueil où on reçoit les personnes, on accueille les personnes. Accueillir les personnes là où elles sont, c'est une autre pratique que bien des gens ont développée dans le SAMU social ou dans des pratiques de rue. C'est-à-dire accueillir un clodo sur sa plaque de métro et non pas vouloir immédiatement l'insérer dans un foyer de vie. C'est une pratique d'accueil. C'est une pratique que moi j'appelle pratique d'accueil. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Patrick, pour tous ces éléments. Je crois que vous avez vraiment captivé votre auditoire. Et donc, on reprendra les questions qui se présentent et je reviendrai vers vous peut-être pour qu'on vous puissiez apporter des réponses et on transmettra à tous les participants si vous en êtes d'accord. D'accord, très bien. Pour l'intervention de Monsieur Chaltiel, je voulais juste préciser que on avait des témoignages de remerciements plutôt pour votre intervention, pour la qualité de votre intervention, et aussi des gens qui témoignent du fait que aujourd'hui en France, eux aussi sont amenés à tisser le réseau de proximité que vous avez décrit pour votre oncle sur le territoire ici. Voilà, donc ça fait vraiment écho à ce que les gens vivent dans leur vie quotidienne actuellement.